C'est l'heure du second débat de ce sens public. Gros plan sur les pays du Sahel que je vous propose, plus précisément l'influence grandissante de la Russie dans cette partie de l'Afrique. Les milices Wagner sont remplacées par l'Africa Corp au Mali. Des militaires russes ont pris place au Niger ou au Burkina Faso. Quelle est la nouvelle stratégie de Moscou? La France peut-elle redevenir un interlocuteur de poids dans cette région? Avant d'en débattre, premier constat en images signé Jérôme Rabier. Pour sa stratégie d'implantation en Afrique, la Russie remplace progressivement les forces de Wagner par celles d'Africa Corps. Fini les mercenaires, c'est désormais Moscou qui pilote directement ses forces pour ses propres intérêts, avec en tête de pont le Mali. Dans une volonté de reprise en main de cette force paramilitaire de quelques 2000 hommes, qui aura moins d'autonomie que du temps de Wagner, peut-être aussi, espèrent les Maliens, qui commettra moins de crimes, d'exactions. Le 6 juin, Wagner a officiellement arrêté d'opérer au Mali et c'est désormais Vladimir Poutine en personne qui reçoit la junte militaire au pouvoir. Un partenariat célébré en grande pompe à Moscou la semaine dernière. Avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et de sécurité, les Maliens ont pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Il existe des domaines prometteurs pour une coopération future tels que l'exploration géologique, le développement des ressources naturelles, l'énergie, la logistique et bien sûr l'humanitaire. Si plus de 2000 hommes d'Africa Corp sont au Mali, le modèle essaime dans la région auprès des putschistes nigériens et burkinabés. Désormais, la Libye est aussi un pays d'entrée, comme la Guinée, le Soudan et la République centrafricaine. Un ensemble qui, à terme, permettrait à la Russie d'être présente de l'Atlantique à la mer Rouge. Vous avez donc un environnement géostratégique qui est bénéfique pour le prestige de la Russie et pour les votes à l'ONU quand la Russie envahit l'Ukraine. Il s'acquiert ou le soutien ou la neutralité d'un certain nombre de pays africains. En remplaçant les Français dans des zones où ils étaient traditionnellement implantés, les forces russes affaiblissent aussi la vision occidentale des rapports mondiaux. Un enjeu d'importance pour la Russie dans sa bataille idéologique contre l'Occident. Comment et pourquoi la Russie a chassé la France du Sahel? On en débat avec Niagalé Bagayoko. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po, présidente de l'African Security Sector Network. Francis Patindé, journaliste, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Anna Sylvestre Trainer, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chef du service Afrique au Monde. Et Michael Darmon, éditorialiste politique, est évidemment resté à mes côtés. On va revoir cette carte du Sahel, région évidemment partagée entre de nombreux pays. Les principaux sont le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. On peut y ajouter le Cameroun, la Gambie, la Guinée et le Nigeria. Région où les militaires russes sont présents depuis longtemps, Niagalé Bagayoko, mais là, il y a ce retrait de Wagner remplacé par l'Africa Corp. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change vraiment la donne? Oui, à mon avis, ça change vraiment la donne parce que l'Africa Corps n'est pas une structure du même type que Wagner. Wagner, c'était un sous-traitant de la Russie et non pas une société mercenaire, contrairement à ce qu'on l'a dit, parce que Wagner n'aurait jamais pu fonctionner sans la signature d'accords bilatéraux avec l'État russe, sans le recours aux capacités logistiques du ministère de la Défense, sans le recours aux services de renseignement russes. Mais il y a eu un grand nombre de défaites militaires de Wagner, non pas seulement au Mali, mais partout dans les pays que vous avez cités, sauf en République centrafricaine, c'est important de le mentionner. Et ce qu'il se passe, c'est que face à des défaites cuisantes, notamment un très grand nombre de morts, il y a une restructuration au sein du ministère de la Défense qui a créé en son sein une instance indépendante de la chaîne de commandement qui doit coordonner toutes les sociétés militaires privées de la Russie. Parce qu'on a beaucoup parlé de Wagner, mais il n'y a pas que Wagner qui est présente en Afrique. Il y a Redut, par exemple. Il y avait la brigade Bir qui était liée à Redut aussi, qui était au Burkina Faso. Ça veut dire que l'État russe s'implique plus directement, si je comprends bien quand même. Ça veut dire que l'État russe, en effet, cherche à avoir un contrôle plus rapproché de ses services, mais aussi qui modifie le type de coopération, parce que dans le cadre de l'Africa Corps, les
les effectifs déployés ne sont pas combattants. Ils sont avant tout déployés dans le cadre de programmes de formation, de coopération finalement assez classiques, et on en reparlera peut-être. Les fonctions informationnelles qui ont été centrales et bien plus efficaces que les seules fonctions militaires sont découplées et inscrites dans le cadre de l'African Initiative. Francis Patindé, pourquoi alors il y a plusieurs pays, ça va être compliqué ce débat, mais on va se concentrer quand même, je pense, sur le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui sont peut-être ceux où l'influence russe est la plus forte. Par exemple, j'ai donné l'exemple du Mali. Pourquoi ils font appel à la Russie, à cet Africa Corps? C'est quoi la logique? Parce que l'armée nationale ne peut pas faire face aux djihadistes et aux autonomistes et qui combattent, qui occupent le désert, qui s'y connaissent mieux peut-être que même la plupart des militaires de l'armée des FAMA, des forces armées maliennes. Il y a ça, mais également le fait que la France, elle est partie aussi. Elle a dû partir. Donc, c'est aussi pour suppléer l'absence de la France. Mais bon, le rapport avec le Mali, le Niger, pour moi, c'est pas vraiment là le problème. Le problème, c'est que il y a d'autres puissances qui interviennent en Afrique militairement, mais pas obligatoirement en envoyant des hommes. Moi, je vous dis, la Turquie, elle est présente, l'Iran, personne ne parle, la Hongrie. C'est des pays qui fournissent des drones, qui interviennent aussi d'une manière, même sans envoyer des troupes. Bon, c'était important de le dire, mais on va quand même, si vous le voulez bien, se concentrer sur notamment l'influence russe et la perte d'influence française, évidemment, puisque c'est lié. Est-ce qu'on peut parler, Anna Sylvestre-Trainer, d'un camp pro-russe dans cette région en Afrique de l'Ouest? Si vous vous concentrez sur ces pays-là, sur ces pays sahéliens-là, il y a eu un renversement d'alliance assez net. En fait, peut-être qu'il faut rappeler à vos téléspectateurs que ces pays ont en commun d'avoir été le théâtre de coups d'État, donc de prise de pouvoir par des militaires ces dernières années. Donc ça a été d'abord le Mali, ça a été ensuite le Burkina Faso et puis le Niger, tout ça depuis 2020. Et puis dans le sillage de ces coups d'État, les militaires qui ont pris le pouvoir dans chacun de ces trois pays ont décidé, les uns après les autres, je vous fais un résumé, ça s'est pas fait exactement de la même façon, dans les mêmes temporalités, etc. Mais in fine, les uns après les autres, ils ont demandé aux soldats français de quitter leur territoire, puisque donc les soldats français étaient déployés en nombre au Mali. Ensuite, ils se sont redéployés de façon importante au Niger. Et puis, il y avait depuis longtemps une force d'intervention, des forces spéciales stationnées au Burkina Faso. Chacun de ces régimes militaires a demandé aux forces françaises de quitter leur territoire. Ils ont distendu leurs relations diplomatiques également en parallèle, parfois quasiment rompues, d'autres fois il y a quand même des contacts, etc. Et dans un temps second, ils se sont rapprochés effectivement de la Russie, comme Francis Patindé le décrivait, en partie pour suppléer l'absence de militaires français, mais aussi sur un plan géopolitique international, je pense, pour peser différemment. C'est-à-dire qu'il faut voir ça sur un jeu plus global. C'est l'intérêt de la Russie, c'est aussi l'intérêt de ces États-là. C'est-à-dire qu'on a toujours intérêt à avoir des alliés. Voilà. Effectivement. Avec quand même, si on reparle des milices Wagner, Niagale Bagayoko, il y a un certain nombre d'exactions, d'horreurs qui leur sont attribuées. On pourrait se dire que dans ces pays-là, on n'a plus envie de voir les Russes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu basique ma question, mais quand même. Alors, en effet, et c'est la spécificité de l'intervention russe en réalité. Parce que si l'on regarde, la plupart des intervenants internationaux et des armées nationales aussi sont en échec face au type d'ennemi qu'on prétend combattre. Et je précise que le mandat qui a été donné à Wagner ou plus largement aux Russes n'est pas de combattre les djihadistes. Il est avant tout de combattre les indépendantistes du Nord qui visent à obtenir une autonomie. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu énormément d'exactions commises, en effet, par Wagner, en lien avec certaines unités des forces armées maliennes, contre les communautés du Nord, principalement Touareg, voire des alliances avec des milices d'autodéfense, par exemple au pays de Dogon, pour commettre des attaques aux biens aussi. Il y a eu beaucoup de pillages, etc., dont se sont rendus responsables ces forces. Et il y a des reportages très, très intéressants, dont un de Forbidden Story, qui est sorti il y a une quinzaine de jours. Et le journal Le Monde révélait notamment l'existence de plusieurs
camps, hein, c'est le terme qu'il faut employer, c'est ça? Oui, il y a eu une enquête dont on a fait partie, des journalistes du Monde, Thomas Edoux et Benjamin Roger y ont collaboré avec d'autres médias, et tout ça piloté par Forbidden Story, montrant clairement comment Wagner avait arrêté des civils et les avait torturés de la pire des façons, en les mettant dans des containers dans le désert, en simulant des noyades. Enfin, c'est assez atroce. Sur leur popularité, rien ne dit qu'ils sont populaires. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou. Un temps, on les voit pas tous les vendredis, d'ailleurs, ces manifestations. Il y avait aussi, évidemment, un petit peu de manipulation, un petit peu d'opportunisme. On y reviendra, mais c'était aussi l'occasion pour certains leaders de la société civile de surfer sur un sentiment anti-français qui existe aussi, pour des raisons notamment historiques. Et donc, il y a eu mais c'est pas parce qu'il y a eu des manifestations anti-françaises ou pro-russes que la milice Wagner est populaire. Je comprends bien ce que vous nous dites. Considèrent que Wagner est populaire, et notamment dans ces régions où ils ont commis des exactions. Mais l'information a parfois aussi du mal à se diffuser, puisque ça fait partie du système mis en place, d'ailleurs, le contrôle de l'information. Est-ce qu'il y a aussi des Sahéliens qui ont été enrôlés par la Russie pour partir en Ukraine, sur le front ukrainien, Francis Patinet? Je sais qu'il y a eu des Africains, des Camerounais par exemple, qui étaient sur le front russe, des gens qui souvent ont été attirés en leur faisant miroiter n'importe quoi et qui se sont retrouvés. Il y a eu des Togolais également qui ont été retrouvés sur le front en Ukraine. Alors, l'influence russe, on l'a dit, elle s'exprime notamment, pas seulement, mais dans ces 3 pays de la nouvelle alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Ils ont d'ailleurs été, les ministres des Affaires étrangères, reçus par leur homologue russe, Sergueï Lavrov, qu'on écoute tout de suite. Une force conjointe de l'Alliance est en cours de création et la Russie a confirmé aujourd'hui qu'en plus de coopérer au renforcement des capacités de défense des 3 pays par des voies bilatérales, elle serait prête à faciliter la transformation d'une force militaire conjointe de l'Alliance des États du Sahel. Anna Sylvestrener, les prises de pouvoir, c'est-à-dire c'est des putschs, des généraux qui prennent le pouvoir, est-ce qu'ils ont été ou pas aidés par les Russes pour prendre le pouvoir? Est-ce qu'on le sait, ça? En tout cas, nous, au Monde, on a du mal à le prouver à l'heure qu'il est. Ce qu'on est capable de dire dans ces États, et pas seulement dans ces États, d'ailleurs ailleurs, c'est comment il y a eu des entreprises de désinformation. C'est-à-dire que si vous l'entendez par ça, par l'information et plus exactement par la désinformation, oui, ça on est capable de prouver comment la Russie au Sahel, mais c'est pas le cas uniquement au Sahel, c'est le cas par exemple en ce moment en Côte d'Ivoire où il y a une élection dans quelques mois. Je sais que les Ivoiriens sont extrêmement attentifs à ce qui est en train de se passer parce que sur les réseaux sociaux, c'est consultable par à peu près tout le monde, sur les réseaux sociaux par exemple, il y a maintenant des spots extrêmement bien faits qui sont diffusés par des canaux qui viennent clairement de la Russie. Donc oui, il y a eu tout ça, effectivement. D'un point de vue politique stricto sensu, nous, en tout cas, on a été incapables de le prouver. Oui, effectivement. Alors, peut-être Francis Patinet, et ensuite, votre avis sur ce talent informationnel ou désinformationnel, d'ailleurs, des Russes dans cette région de l'Afrique. Totalement raison. Et pour les coups d'État, en fait, l'armée malienne n'avait pas besoin de la Russie pour renverser le pouvoir d'Ibeka, qui était fragilisé. Il y avait la population dans la rue. Donc, dans les 3 pays, je dirais, non. Peut-être qu'il y a eu des trolls, il y a eu des trucs sur les réseaux sociaux, mais militairement, je ne pense pas que les armées nationales avaient besoin de la Russie pour renverser des pouvoirs qui étaient fragilisés. D'accord, ça peut avoir peut-être un effet d'accélération, je ne sais pas, ou pas, encore une fois. Moi, à titre personnel, je ne le pense absolument pas, parce qu'il faut se rendre compte que depuis les années 60, depuis l'indépendance, toute la bande sahélienne, et pas seulement ces 3 pays, ont été majoritairement gouvernés par des militaires. Dans tous ces pays, les premiers coups d'État sont intervenus dans les années 60 ou 70. Et aujourd'hui, tous les régimes sont dominés par des militaires, y compris la Mauritanie, parce qu'il y a eu aussi certains chefs militaires qui ont pris des atours civils. Mais cette tradition ultra-prétorienne fait qu'en fait, la parenthèse, ça a été la démocratie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Malheureusement. Je vous redonne la parole tout de suite. Mickaël, vous vouliez intervenir. Ce qui est intéressant d'entendre et de comprendre dans les propos du ministre des Affaires étrangères russe, c'est de voir le projet politique qui est donné. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a
pas là une proposition de dire on va aller sur le développement, on va aller sur la qualité sociétale. En revanche, il y a la transformation en une alliance, la promesse d'une transformation en une alliance militaire solide. Et c'est exactement ce que le G5 Sahel avait mis en place avec les Occidentaux avant que tout cela n'arrive. Au moment de des opérations militaires de Barkhane, qui avait en 2012 avait fait en sorte plutôt qu'il y ait que les djihadistes ne puissent ne pas avancer. Et il y avait à ce moment-là un travail de coopération. Les Russes remplacent le G5 par le G3. Votre avis justement sur cette stratégie russe qui pourrait d'une certaine façon, si on revoit la carte, traverser le continent africain de l'Atlantique à la mer Rouge, Anna Silvestrainer? Oui, alors il y a cette stratégie, ce que je voulais simplement dire, et je vais bien sûr vous répondre, c'est que moi, pour résumer, j'aurais tendance à vous dire que les Russes ont fait preuve et font preuve d'opportunisme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aux manettes quand il y a un renversement de pouvoir, mais en revanche, quand tout à coup renversement de pouvoir il y a, eh ben, ils viennent proposer leur service. C'est exactement ce que Francis Niagalé, je crois, disait également, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas aux manettes, mais il y avait un ras-le-bol d'Ibrahim Boubacar Keïta, il y avait cette insécurité depuis des années, et il y avait les Français qui étaient là et qui n'amélioraient rien. Eh bien, les Russes ensuite s'en sont servis par la suite. Voilà, moi je dirais que c'est de l'opportunisme plus qu'autre chose. Cette carte, elle est par ailleurs extrêmement intéressante pour vous répondre parce que on se rend compte que pays après pays, effectivement, il se crée comme une bande qui traverse toute l'Afrique, quoi, d'une certaine façon. De façon géostratégique est extrêmement intéressante. Comme vous l'imaginez, puisque là on a parlé du Sahel, mais la Russie a des alliances également du côté du Soudan, qui est en ce moment dans une très grave crise. A changé d'alliance d'ailleurs au Soudan, alors c'est compliqué. Oh là, bon, on va pas rentrer dans le détail. J'aurais jamais dû poser cette question, ça va être trop compliqué. Votre avis sur la stratégie russe justement, d'ouest en est elle en Afrique? Elle est absolument opportuniste, et le cas du Soudan est intéressant parce que justement ils ne prennent parti ni pour un camp ni pour l'autre, parce que leur objectif c'est d'accéder à une base militaire, notamment du côté de Port-Soudan, et ils ne veulent pas insulter l'avenir, en réalité. Donc il y a cet opportunisme. Mais si on regarde la carte du déploiement russe, il est encore plus important, mais il a précédé ce retour de la Russie. D'abord, la Russie, c'est un retour, notamment dans cette zone-là, parce que la plupart des pays du Sahel avaient coupé les liens avec l'ancienne puissance coloniale et traité, notamment militairement, avec les pays soviétiques, notamment l'URSS. Donc ça, c'est la première chose. Mais d'autre part, depuis des années, depuis le début des années 2000, ou le milieu des années 2000, la Russie est et reste le premier fournisseur d'armement en Afrique, quel que soit le régime. Pourquoi? Parce que c'est un armement bon marché, très furtif et très rustique, qui s'adapte beaucoup mieux à cet environnement que les armements hyper sophistiqués d'autres armées. Alors cette montée en puissance russe, elle se fait évidemment, on a commencé à l'évoquer, au détriment de l'influence française. Vous y voyez, Mickaël, un échec du renseignement français. Je veux bien que vous nous racontiez comment cet engrenage-là s'est mis en mouvement, s'est déclenché. Effectivement, c'est la démonstration parfaite de la théorie des dominos. C'est-à-dire que la première erreur déclenche tout le reste de l'évolution. La première erreur, on l'a vu, elle a eu lieu au Mali, après l'opération Barkhane, qui avait réussi donc, dans son objectif militaire. Il n'y a pas eu d'analyse pour la prise en compte des évolutions sociopolitiques des régions, de manière à pouvoir consolider les acquis. Pourquoi? Parce que c'est le résultat du cloisonnement sur le terrain. C'est-à-dire que les renseignements militaires ne parlaient pas à la DGSE, qui n'avait pas donc de fluidité d'informations à ce niveau-là. Résultat, le matin du coup d'État au Mali, selon les témoins qui me l'ont raconté, eh bien, l'ambassadeur, du côté de l'ambassade, on disait au Quai d'Orsay, non, ce sont que des tirs isolés. Il n'y a pas vraiment de mutation. C'est pas un coup d'État qui démarre. C'est pas une évolution, et ce sont des sources extérieures qui ont prévenu qu'effectivement c'était beaucoup plus sérieux ça, et que c'était un coup d'État, un événement considérable. Chaque gouvernement français, chaque président a eu sa crise africaine. Mais là, pour la première fois, on perdait totalement le contact avec le nouveau pouvoir en place. Et c'était important, ne serait-ce que pour protéger, comme on l'a dit, les 5000 soldats français qui étaient en poste. Et alors, l'effet domino après? L'effet domino s'est enclenché parce que c'est parti au Burkina Faso, puis ensuite c'est parti donc au Niger, puis au Tchad. Le Tchad, le plus ancien des pays en contact avec la France, et à chaque fois on a constaté la même mécanique: effet de sidération, absence de réponse de Paris, et donc mise en place effectivement d'un système, d'un mécanisme de rejet. À chaque fois les services de renseignement ont été dépassés, au point
qu'une enquête interne a été demandée au moment où le président Macron a décidé de réorganiser la stratégie dans la région. Bon, traduire pudiquement, en clair, on va réduire les forces, on va partir, parce que c'était effectivement ce qui allait se profiler. Et ça a coïncidé aussi avec le départ donc, de Bernard Rémier, qui à l'époque dirigeait la DGSE. Qui était le patron de la DGSE, avec, on l'a évoqué, hein, cette capacité ou facilité peut-être de la Russie à prendre la place. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tous ces pays africains étaient en relation avec Moscou depuis bien longtemps. Oui. Vous avez régulièrement des officiers maliens qui parlent couramment le russe, qui ont été formés à Moscou depuis longtemps. Donc c'est une tradition, ça ne vient pas d'il y a quelques jours ou du moment où on a commencé à développer les réseaux sociaux. Donc en fait, ces pays ont fait un bon accueil aux Russes, d'autant plus qu'effectivement, on l'a compris, à part le volet militaire et sécuritaire, l'argent, les demandes prosaïques en fait sont immédiatement compensées. Alors, du coup, est-ce que tous les pays du Sahel sont passés sous la coupe des Russes? Non, vous en avez un qui résiste, qui est encore le plus pro-français, la Guinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dû à une situation quasi personnelle matrimoniale. Vous avez la femme du président Doumbouya, du général Doumbouya, qui dirige la Guinée, c'est un officier de la gendarmerie française. Donc, ils sont de nationalité française, ils ont une famille en France, ils ont une résidence en France. Bon, on espère donc que leur union personnelle sera la plus solide possible, ne serait-ce que pour préserver les intérêts de la France. Effectivement. Un ancien légionnaire. Absolument. Un ancien légionnaire. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord, les unes et les autres, pour parler d'un échec du renseignement français? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Francis Pakindé pour commencer. Je pense que ce que Michael a dit est totalement vrai. Et il faut ajouter à cela, il y a des tiraillements entre les diplomates français et le renseignement. Vous voyez, moi j'ai vécu ça. Et d'un autre côté, avec les militaires. Au Mali, par exemple, j'ai vécu les tiraillements entre les militaires français et l'ambassadrice. À l'époque, c'était une ambassadrice. Ouais. Et donc, il y a toujours des tiraillements. Les analyses ne sont pas les mêmes. Les remontées vers Paris ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a trop de distorsions. Et aussi, peut-être qu'il manque de plus en plus de bons analystes de la situation. Ouais. Là où l'Afrique se trouve aujourd'hui. Parce que l'Afrique aussi, il faut en parler, est à un tournant. C'est un nouveau virage de son histoire. Donc ça, il faut tenir compte. Les opinions publiques sont surchauffées et le désamour avec la France ne s'arrête même pas au Sahel. C'est pour ça que je vais dire quand même un mot. Des pays considérés comme des confettis de l'ancienne puissance coloniale, l'ancienne puissance coloniale française, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Le Sénégal, récemment, a quand même débaptisé les rues. Vous savez, dans ces deux pays, il y a beaucoup de noms. À Abidjan, la Côte d'Ivoire, Valéry Giscard d'Estaing, quand vous venez de l'aéroport pour aller au centre-ville, vous passez obligatoirement par le boulevard Giscard d'Estaing. Ça a été débaptisé. C'est des signaux. Bien sûr. Il faut comprendre tout ça, ça ne vient pas de... Ouais. Anna Silvestre-Trainer. Oui, je pense que... Là, on est en train d'analyser les leviers de la perte d'influence française, en quelque sorte. Donc, on parlait des défauts du renseignement, d'un ressentiment peut-être plus profond, votre avis? Exactement. L'échec du renseignement, il est patent, et je crois que le renseignement français s'est rendu compte qu'il avait vraiment été complètement à côté de la plaque, et il doit sans doute se questionner, parce que si sur l'ancien précaré français, le renseignement n'est plus capable de faire son boulot, bon, je ne sais pas comment c'est ailleurs. Ça, c'est certain. Sur la question militaire, il y a effectivement un enjeu entre la France et la Russie, mais je pense, et là je voulais rebondir sur ce que disait Francis Pakindé sur la question du tournant qui est en train de vivre l'Afrique. C'est-à-dire que quand vous parlez de la France, de la Russie et de l'Afrique au milieu, il y a aussi un enjeu, à mon avis, culturel, qui est en train de se jouer et de valeur. C'est-à-dire que la Russie, elle n'est pas venue simplement apporter Wagner, des militaires et un peu d'argent, des munitions, etc. Puisque, comme Niagalé le disait, c'était déjà le cas pour partie. Mais elle est aussi venue dire, on partage des valeurs. Nous, les grands discours des Occidentaux, par exemple, sur l'homosexualité, et il faut légaliser l'homosexualité comme la France était venue faire la leçon aux Sénégalais, par exemple. La Russie dit, attendez, nous, on est d'accord, nous, on est contre ces choses-là également. La question de la prégnance de la religion dans la société, la Russie dit, nous, on partage ces valeurs avec vous. Et c'est-à-dire que c'est bien au-delà du militaire, c'est-à-dire qu'il y a une question de valeurs. Si je caricaturais, je dirais que les Russes mettent en avant une sorte de, je mets plein de guillemets, dérive wokiste des pays occidentaux pour dire c'est pas notre cas, quoi. Et donc on vous comprend. Je suis volontaire, je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est quand même ce que je partage totalement l'analyse d'Anna et la vôtre aussi, mais en effet, et la tienne aussi d'ailleurs.
Il y a un défaut d'analyse plus généralement parce qu'à mon avis, on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe à la tête des États et qu'on regarde beaucoup insuffisamment ce qui se passe dans les sociétés. Il y a eu un tournant ultra souverainiste, ultra patriote, ultranationaliste en Afrique il y a déjà 7 ou 8 ans. C'est ça qui n'a pas été perçu. Donc, il y a cette affirmation du souverainisme mais qui oui, mais si c'est pardon de vous interrompre, si c'est pour passer d'une dépendance militaire française à une dépendance militaire russe, il est où le souverainisme ? Alors, il n'y a pas de... Eh ben justement, je ne pense pas qu'il y ait cette dépendance. Si on regarde le Niger, il y a beaucoup de bruit qui court, difficile à confirmer, mais d'un éloignement actuel, et avec la Turquie que tu mentionnais, et avec la Russie, avec la Chine aussi, dont on parle souvent pour dire ils sont là. Moi, je pense que ce qui se passe en Afrique, ce tournant souverainiste, il est aussi opportuniste, à l'inverse, et il cherche à multiplier les partenaires dans le respect des valeurs africaines qui sont aussi réactionnaires que ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Et ça nous permettra tout à l'heure, parce que c'est un chapitre de ce débat, de parler notamment des mines, de l'exploitation d'un certain nombre de matières premières et de mines. Michael. Mais rapidement, c'est vrai, si on élargit quelques instants le débat pour comprendre où est le défaut d'analyse, il y a 2 mouvements simultanés qui n'ont pas été perçus, en particulier par l'analyse française, c'est la mondialisation de l'Afrique et l'africanisation du Maroc. C'est la raison pour laquelle vous avez un choc d'analyse, un choc de culture et le hiatus qui a fait qu'il y a eu des difficultés de perception, de relations, mais en particulier la mondialisation de l'Afrique est totalement ratée par l'analyse française. Alors, avant ce sera notre dernier chapitre, de parler des mines, notamment la mine d'uranium, perte d'influence au Niger pour la France, je voudrais quand même consacrer un chapitre à la question du djihadisme. Est-ce que oui ou non les djihadistes ont profité du retrait de Barkhane ? Quelle est la situation aujourd'hui ? On écoute un constat d'abord fait par le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il s'appelle Marceau Sibieude. Au Sahel, où des groupes armés comme l'État islamique ou le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, continuent de commettre de graves exactions contre ces populations locales, notamment des attaques illégales, des destructions de biens, mais aussi des pillages ou encore des entraves à la délivrance de l'aide humanitaire. Alors, question simple, est-ce que les groupes djihadistes sont en train de progresser au Sahel aujourd'hui ? Anna Sylvestre-Reiner. Ils ont plutôt tendance à progresser. Effectivement, ce qui est sûr, c'est que depuis des années, en fait, ils ne refluent pas. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de voir, en tout cas, c'est une recrudescence des attaques et du nombre de victimes. C'est le cas au Mali ces derniers temps, de façon assez claire. Au Burkina Faso, les attaques sont toujours aussi importantes. Donc, il y a un constat d'échec de toutes les stratégies, pour l'instant, qu'elles soient françaises, aidées par les Russes, etc. Non pas que j'ai la solution, je ne la porte pas, je pense que les contextes, mais depuis que Barkhane s'est terminé, il y a eu une aggravation ou pas forcément ? Non, ça c'était déjà en train de se compliquer pendant que la force Barkhane était encore là, c'est ça ? Moi j'aurais tendance à dire que justement la tendance était lancée, qu'on est dans une même tendance. Il n'y a pas eu de rupture à ce moment-là, dans un sens ou dans un autre. Moi je dirais, je suis d'accord avec Anna, sauf peut-être pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, on a le sentiment qu'il tient rien du tout, il tient Bobo, qui est la seconde ville, il tient Ouagadougou. Mais la preuve est que les djihadistes vont sur le Bénin et le Togo. Le Togo n'en parle pas, mais il y a des attaques. Donc ça veut dire qu'en dehors des 2 villes principales, l'État burkinabé ne tient pas son pays. Il parle beaucoup, c'est un phraseur. Il parle beaucoup, il fait beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de trolls, beaucoup de fake news, mais il ne tient pas son pays. Le Niger, contrairement à ce qu'on croit, le Niger a une armée. C'est un pays qui a toujours une armée. Qui est importante du G5. Oui, absolument. Et donc, mais le Burkina, non. Bon. Mais Barkhane n'était pas au Burkina. Barkhane n'était pas au Burkina, mais il y a Sabre était là-bas. Mais alors, ils n'intervenaient pas là. Est-ce que ça veut dire, moi j'assume, vous êtes des spécialistes et heureusement que vous êtes là, une question peut-être un peu simpliste, mais est-ce qu'on peut voir renaître une sorte ou un nouvel État islamique dans cette région de l'Afrique? Votre avis, Niagalé Bagayoko? C'est pas du tout une question naïve. Tout le monde se pose la question. On regarde beaucoup ce qui se passe du côté de la Syrie, par exemple. C'est plutôt cette évolution-là. Alors, l'État islamique, non, parce que à mon avis, en tout cas, parce que l'État islamique n'est pas le plus puissant dans la zone. Le groupe le plus puissant, c'est Al-Qaïda. Non, c'est Al-Qaïda qui combat d'ailleurs l'État islamique. Et ce sont eux qui s'enracinent
racines. Et ce sont eux qui ont un véritable projet politique alternatif, alors que l'État islamique est plus dans le millénarisme que ne l'est ce qu'on appelle le JNIM, donc le groupe affilié à Al-Qaïda, qui s'enracine non pas seulement de manière militaire, mais beaucoup par le droit, en substituant en effet une vision ultra-rigoriste de la charia, qui s'insinue aussi par l'administration, des ressources naturelles, etc. Donc là où l'État est faible, cette organisation qui dépend d'Al-Qaïda prend la main, quoi. C'est ce que je comprends. Oui, et aussi là où l'État a été perçu comme prédateur, il n'y a pas que la faiblesse de l'État, il y a aussi le rejet de cet État-là, perçu comme corrompu, perçu comme ayant été incapable de tenir les promesses en matière de progrès économique, social, en matière d'urbanisation, en matière de santé. C'est tout ça, en fait, qui est rejeté aujourd'hui. Michael, c'est vrai que ce que vous avez dit sur la Syrie, c'est effectivement très important, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des mutations, effectivement, de leaders qui viennent, non plus avec un projet de combat planétaire, mais pour développer, et quel que soit le type de régime, effectivement, mais en tout cas pour développer un territoire, pour développer une économie. Et dans ces cas-là, les partenariats avec la Russie peuvent être effectivement intéressants, parce qu'on voit à quel point, là, ils peuvent donner des ressources pour développer le projet de société, mais dans le cadre de frontières établies. Anna Silvestrania, est-ce que ça veut dire que ces groupes islamistes, ils ont une capacité de nuisance en dehors des frontières africaines, c'est-à-dire d'organiser des attentats? Enfin, je ne veux pas rentrer dans leur projet. Leur projet, il est là-bas. Leur projet, il n'est pas d'aller commettre des attentats sur le sol européen, par exemple, si c'est... Oui, c'est la question. C'est l'ordre de la question. Non, leur projet, il est bien l'établissement, effectivement, d'une société alternative, etc., qu'il dirigerait. Et effectivement, cette question est d'actualité aujourd'hui. Mais c'est en Afrique, quoi, pour le proposer à ces populations-là. Et avec quel accueil des populations? Vous savez, dans les zones, en tout cas, où ces groupes sévissent, les jeunes qui sont sans emploi, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de futur, peuvent bien les accueillir. Ça se voit dans les partis. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas que des musulmans dans ces pays. Le Burkina, non. Le Burkina, je dirais, c'est 50-50. Vous avez des chrétiens, vous avez des animistes, mais ils semblent ne pas tenir compte de ça. Tout le monde n'est pas musulman. Et donc, tout le monde n'a pas envie de la charia ou d'autres choses. On a peut-être d'autres. Et la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi les populations chrétiennes ou les populations animistes ne se révoltent pas? Parce qu'elles pâtissent... Elles ne se révoltent pas, oui. Elles ne se révoltent pas. Et pourquoi? Alors qu'elles sont dans les mêmes situations que les autres. Est-ce qu'elles sont persécutées pour autant ou pas? Elles ne sont pas du tout persécutées. Ce sont plutôt des persécutions type communautaire ou ethnique. On voit que, notamment, les communautés Peuls, dans le centre du Mali ou au Burkina Faso, font l'objet de très nombreuses exactions, à la fois des partenaires étrangers, on en a parlé, mais aussi des armées nationales elles-mêmes. C'est ça, davantage. Donc les Russes, les armées nationales, donc le pouvoir central qui mène ces exactions contre les Peuls, pas forcément les djihadistes. Alors aussi, ça dépend. J'essaie de comprendre. Mais c'est une très bonne question. Oui. C'est là qu'il est extrêmement important de distinguer les groupes entre eux. C'est-à-dire que le JNIM, notamment, affilié à Al-Qaïda, se présente en protecteur des populations. Et il indique, comme le disait Anna, que son ennemi, ce sont les forces étrangères, quelles qu'elles soient. Ils font des messages sur les Russes tous les jours, du même acabit de ceux qu'ils faisaient à l'encontre des Français. Mais ils disent, nous, on accepte par exemple l'aide humanitaire, ce qui est le cas. C'est pas le cas de l'État islamique. Nous, on veut travailler avec certains leaders communautaires, etc. Donc ils ont quand même une stratégie de séduction, mais ils conquièrent aussi par la force, il ne faut pas non plus les idéaliser, loin de là. Mais je pense qu'il faut faire une distinction entre les différents groupes, comme partout d'ailleurs dans le monde. Évidemment. Allez, comme promis, on ouvre ce chapitre consacré à l'enjeu des mines, l'accès à l'uranium notamment. On en parle avec Stéphane Duguet tout de suite, puisque, rebonsoir Stéphane, c'est un autre exemple de cette perte d'influence de la France au Sahel, un bras de fer entre Orano et l'État du Niger pour l'exploitation des mines du pays. Oui Thomas, dernier épisode en date, la nationalisation de la filiale d'Orano au Niger, la Somaïr. C'était la semaine dernière. La décision a été prise le 19 juin par le régime au pouvoir depuis le coup d'État de juillet 2023. Écoutez le compte-rendu du Conseil des ministres diffusé par la télé nationale nigérienne.
Face à ce comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger depuis le 26 juillet 2023, l'État du Niger décide en toute souveraineté de nationaliser la Somaïr. Cette filiale, Thomas, est l'une des 3 filiales d'Orano au Niger. La Somaïr compte 780 salariés. Je le rappelle, Orano, anciennement Areva, est une entreprise spécialisée dans la combustion nucléaire. Elle est détenue à 90% par l'État français. Le groupe est présent au Niger depuis les années 1960. Et que va changer cette nationalisation pour Orano ? Alors dans les faits, Thomas, pas grand-chose. Depuis le mois de décembre 2024, Orano avait déjà acté la perte de contrôle opérationnel de ces 3 filiales. Concrètement, cela signifie que les décisions prises en conseil d'administration n'étaient plus appliquées dans les usines, et ce, même si Orano détient 60% de ces filiales. Le groupe a engagé plusieurs procédures internationales d'arbitrage sur ce sujet, notamment auprès de la Banque mondiale. Mais en fait, il faut remonter un peu plus loin, parce que cette décision, Stéphane, elle s'inscrit dans un contexte plus large de tension entre le Niger et Orano. Oui, il y a un an déjà, le Niger retire à Orano le permis d'exploitation de la mine d'Imouraren, l'un des gisements d'uranium les plus importants au monde. Les militaires avaient aussi décidé de bloquer les exportations d'uranium de la mine d'Arlit, désormais donc nationalisée. Et puis des décisions qui ont des conséquences évidemment économiques pour Orano et donc pour la France. Oui, parce qu'il y a environ 1300 tonnes de concentré d'uranium bloquées au Niger. Ça représente 250 millions d'euros pour le groupe. Orano dénonce, je cite, une politique de spoliation des actifs miniers par le Niger, d'autant que le régime en place souhaite vendre cet uranium pour renflouer les caisses de la Somaïr. La Chine, la Russie sont sur les rangs pour acheter une partie de ces 1300 tonnes d'uranium bloquées. Il était aussi question d'en vendre à l'Iran, mais le Niger en avait été dissuadé par les États-Unis. Et rappelons pour être complet que le Niger fournit 4,7% de la production mondiale d'uranium. Merci beaucoup Anna. Sylvestre Heiner, la bataille elle est définitivement perdue, là, cette bataille minière pour la France ? Au Niger, là, ouais. Je crois, là, oui. C'est clair. Je crois que là, à court terme... il faudrait un changement de régime, Je pense, et quand bien même, je crois que là, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du renseignement français, et le renseignement français et les diplomates français, en ce moment, le disent assez ouvertement. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'il allait falloir attendre un petit moment avant de pouvoir éventuellement refaire des affaires de façon significative dans ces pays-là. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a c'est pas microscopique, c'est pas le Niger d'un côté, le Mali. Ce mouvement qu'on vous décrit, de souverainisme, ce dont vous parliez, il se voit partout en Afrique, quasiment partout en Afrique, et c'est une lame de fond, c'est quelque chose d'assez important et qui mais très bien si les habitants de ces régions en bénéficient vraiment. Oui. À court et moyen terme, on peut aussi se poser cette question. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a 4 ans, j'avais assisté à une réunion organisée par le Burkina Faso qui proposait de réfléchir à tous les pays justement qui avaient des ressources, il y en a beaucoup, sur la manière de devenir effectivement, de commencer à accepter et de changer les gouvernances parce qu'ils allaient maintenant exploiter leurs propres ressources. Et ce mouvement de fond souverainiste commençait effectivement à se traduire en disant il faut se préparer à être riche. Il faut se préparer à savoir posséder et maîtriser nos propres sous-sols. Et donc, c'est effectivement tous ces mouvements auxquels on assiste. Alors, en effet, il y a plusieurs problèmes. D'abord, en effet, celui de la redistribution. On sait très bien qu'elle n'intervenait pas du temps où la France était très présente, et moi je ne suis pas convaincue que ce soit le cas après, mais il y a surtout tout le problème de l'exploitation, de la commercialisation. Ces pays n'ont pas les moyens en termes d'infrastructures en réalité aujourd'hui pour développer tout ça. Si on reste dans l'actualité internationale, on se pose beaucoup de questions sur les liens que l'Iran a cherché à tisser depuis un an justement autour de cette question de l'uranium avec le Niger. Donc là, autant pour ce qui concerne la Russie, sur les questions de sécurité, etc., je ne crois pas tellement forcément à un remplacement, mais ce souverainisme se doublant d'un très fort opportunisme, oui, je pense que le risque est que d'autres maîtres soient plus présents, effectivement. On n'a quasiment pas parlé de la Chine.
Et la Chine, elle pousse ses pions aussi en matière d'exploitation minière. La Chine, elle ne parle pas beaucoup. Elle est là, premier partenaire commercial de l'Afrique. Ouais. Et la Chine ne s'occupe pas que de... Il y a les minerais, c'est vrai. Il y a aussi dans certains pays, ils trouvent des terrains pour produire du soja et tout. Ouais. Et la Chine a également, contrairement à ce qu'on croit, un projet culturel. Ouais. Par exemple, au Kenya, la Chine organise le mois du cinéma chinois. Vous voyez, et la Chine donne des bourses, comme en temps, quand moi j'étais jeune, la France donnait des bourses. Ouais. Et la Chine donne des bourses aux étudiants, aux meilleurs élèves africains pour aller là-bas. Et les journalistes africains qui sont invités régulièrement en Chine. Au moment même où la France ne donne plus de visa. Voilà, c'est ça. Expliquant cela. Voilà. Donc tout ça, mis dans l'eau, il y a un côté attractif de la Chine, parce qu'elle ne se mêle pas des droits de l'homme, elle s'occupe de gérer les mines, et elle ne parle pas beaucoup. De temps en temps, il y a des sautes d'humeur, comme en RDC, en République démocratique du Congo. On dit, mais faites travailler au moins les nationaux, faites ceci, faites cela. Mais bon, je pense que c'est le pays qui tire le plus son épingle du jeu. Oui, mais quand même sur le Niger, comme je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, ça se passe très mal pour la Chine. Ils ont expulsé des ressortissants chinois de la China Petroleum National Company. Ils ont adopté des lois restrictives demandant à ce que les ressortissants chinois ne soient pas employés au détriment des Nigériens. C'est pas du tout facile pour la Chine non plus dans ce contexte-là. Je pense que on change aussi d'époque pour la Chine. C'est ça qui est intéressant, justement. Est-ce qu'il y a, il nous reste 1 minute 30, un changement d'attitude de la France aussi, c'est-à-dire une sorte de profil bas qui pourrait construire quelque chose ou pas? J'ai envie de vous dire, il était temps, peut-être. Oui. C'est en tout cas ce que les officiels français disent. Ouais. Ils expliquent également qu'il y a une réorientation de la politique française actuellement. C'est-à-dire que, bon, ils ont bien compris, disent-ils, là je me fais une sorte de... Ils ont bien compris, disent-ils, que dans l'ancienne Afrique francophone, en tout cas en Afrique de l'Ouest, bon, en ce moment, il y avait quand même un vent qui les poussait clairement dehors. Mais alors, du coup, ils vont tisser des partenariats au Kenya. D'ailleurs, je crois que le Kenya va être le lieu du prochain sommet Afrique-France dans un an, en Afrique du Sud, etc. Et être un concurrent comme les autres. Ça peut être peut-être plus facile dans des pays qui n'ont pas été d'anciennes colonies, quoi. D'une certaine façon, il n'y a pas ce passif. En tout cas, le jeu va être clairement différent. Il est clairement différent. C'est intéressant de voir comment la France doit se comporter dans ces pays. C'est-à-dire qu'ils ne font pas du tout partie des premiers partenaires et ils sont traités comme... Allez, des 2e, 3e, 4e, parfois 10e, à peine reçus par les gouvernements de ces pays-là. Son humilité. Un tout petit mot de conclusion. Une perception extrêmement claire du fait qu'un cycle politique se termine en France. Et ils regardent très précisément et ils attendent 2027. Évidemment. Comme nous, d'une certaine façon, il n'y a pas de raison que les interlocuteurs africains de la France ne soient pas en attente de la prochaine personnalité qui s'installera à l'Élysée. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était super clair, merci. C'était accessible pour moi d'abord et je l'espère pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt sur Public Sénat. Je vous donne rendez-vous demain 18h, 22h. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr. Je sais que nos débats consacrés à l'Afrique cartonne très souvent sur YouTube, donc ce sera peut-être un endroit où revoir ce débat. Vous pouvez nous réécouter ou nous écouter également en podcast. Notez enfin que Valérie Létard, la ministre chargée du logement, sera l'invitée de notre matinale demain. Salut.